Mon meilleur souvenir d'enfance, je crois que ce sont les yeux de ma mère. La mère, c'est le monde entier. C'est elle qui rend le monde adorable et aimable. Mais si tu veux un souvenir plus précis, je dirais que c'est mon apprentissage de la natation et mon amour envers cette activité. La barrière de la langue, c'est difficile. L'enfermement, c'est difficile. Je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, c'était pas ça. En fait, il y avait des chevaux et des papiers. La Croix-Rouge n'avait pas la capacité d'aider tout le monde. Quand tu sors de chez toi, tu sais même pas quand tu vas rentrer, tu vois. T'es 5 policiers pour moi toute seule. On est un peu comme des Saïmiri derrière la caisse et on tend des bananes. Horizon Migration, un podcast de Camille Doms. Alors pour parler de la demande d'asile, je vais parler en général puis surtout m'intéresser un peu à la Guyane française. Il faut penser que l'asile c'est la protection qu'accorde un État à une personne qui se sent menacée dans son pays d'origine et qui n'est pas en capacité d'avoir protection de ses propres autorités. Si bien que les menaces, les persécutions, elles viennent soit directement de l'État ou soit d'agents extérieurs, mais son propre pays, sa police, sa justice n'est pas en capacité de la protéger. Parfois, l'endroit qui nous a vu naître est malade. Que ce soit la guerre, la pauvreté, la corruption ou les gangs, l'issue est la même. La vie, autrefois heureuse, devient impossible, puis dangereuse. Il ne reste alors plus qu'une seule solution, la fuite. C'est ce que vivent chaque année les 3150 demandeuses d'asile qui arrivent en Guyane. Dans cet épisode, nous écouterons le témoignage de Samir, qui a quitté la Syrie pour fuir la guerre et mettre en sécurité sa famille. Je suis né en Syrie, j'ai quitté mon pays avec ma famille à l'âge de 10 mois pour le Venezuela. À cet âge, j'avais pas le choix. Je ne pouvais pas dire oui ou non. Ma vie au Venezuela était très belle. J'ai vécu une belle enfance. Ce qui me marque, c'est la simplicité de la vie dans ce pays et la présence de ma famille à mes côtés. Je me considère né en Syrie, mais en même temps né au Venezuela. Ces deux nations m'ont donné une culture personnelle riche, mais contradictoire en même temps. À l'âge de 10 ans, je suis retourné en Syrie. J'avais pas envie d'y retourner, mais quelque part, je voulais voir ce pays et découvrir cette Syrie dont mes parents m'ont parlé. Bien sûr, vu de mon âge, j'étais obligé de rentrer avec eux. Les premiers mois en Syrie étaient géniaux, mais le changement de pays et de tradition, de société m'ont beaucoup impacté. Au point où j'ai toujours eu cette envie de retourner au Venezuela. Mais à cause de mon jeune âge, je n'étais pas maître de mes décisions, c'était celle de mes parents. À l'âge de 18 ans, c'est-à-dire 8 ans après mon retour en Syrie, j'avais toujours pas oublié le Venezuela et cette envie d'y retourner vivre, car le Venezuela est mieux que la Syrie concernant l'économie, la société, la nature et la liberté. Mon pays, la Syrie, est très beau, mais très limité. Ma première raison pour retourner au Venezuela est bien sûr l'économie. J'y suis resté pendant 4 ans, mais le pays et la situation politique ont commencé à changer. Et donc j'ai été encore une fois dans l'obligation de rentrer en Syrie. Je n'accepte pas de rester dans un endroit où je ne produis pas quelque chose, ou sans laisser d'empreinte, car je n'aime pas l'échec. C'est donc pour ces raisons que je suis revenu en Syrie pour recommencer une nouvelle vie. S'ajoute à tout ça le fait d'être loin de ma mère. Donc en 2004, j'étais de retour en Syrie. Peu importe où l'homme atterrit, il peut réussir, surtout s'il est ambitieux. Le début était dur. J'ai fait beaucoup de métiers. En 2011, il y a une crise politique en Syrie. Est-ce que tu peux expliquer en quoi elle t'a impacté, toi et ta famille ? En 2011, tout le monde sait ce qui s'est passé en Syrie. On peut appeler ça une crise, une révolution. Mais dans tous les cas, c'était un problème pour tous les Syriens. Bien sûr, il y avait une cause, des déclencheurs. À mon avis, cet élément déclencheur,
c'est que le gouvernement syrien n'a ni su régler les problèmes de son peuple, ni les problèmes avec les puissances mondiales. Cette crise a été problématique pour toute ma famille, voire pour toutes les familles syriennes en fait, à cause de la crise économique, du manque de sécurité, la présence de danger et de peur. Cette crise a commencé par des révoltes, à une crise entre religion et ethnie. C'est devenu un cauchemar pour mon travail et celui des autres. Est-ce que t'as pris part au conflit? T'as fait ton service militaire? Je crois que concernant le service militaire, je peux parler au nom de tous les jeunes Syriens. Cette loi existe en Syrie depuis bien longtemps. Un jeune d'un certain âge doit effectuer son service militaire. Mais ce service n'est plus un service militaire. Il s'est transformé en service d'individu, pour régler des comptes ou pour tuer ses compatriotes. Moi et de nombreux Syriens n'avons pas fait ce service. Nombreux ont quitté le pays pour ne pas l'effectuer. Personnellement, je refuse de participer à ça, car je refuse de porter une arme et de servir des bandes. En 2021, tu commences à penser à quitter la Syrie. Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'a décidé à partir? Moi, je travaillais à mon compte. Donc franchement, si j'y restais, j'allais finir à la rue sans rien. Donc je me suis mis à réfléchir à mon avenir, celui de ma famille et de mes enfants. J'ai commencé à chercher un pays qui me garantirait ma liberté, la liberté de travailler, la liberté d'expression, un bon avenir pour moi et ma famille. Pour moi, 2021, c'était l'année de ma décision. Pour d'autres jeunes Syriens, c'était avant ou après. Comme d'autres, je me suis éloigné du danger et j'ai fait en sorte de ne pas mettre les autres en danger. Lorsque j'ai pensé à migrer, beaucoup de choix m'étaient offerts en 2021. Je pouvais aller en Russie légalement, puis aller en Biélorussie, et ensuite traverser quelques pays de l'Europe de l'Est pour arriver en Allemagne ou dans un autre pays européen. Mais moi, j'ai préféré refuser ce choix-là pour des raisons de sécurité, de danger pour moi et ma famille, car de cette manière-là, j'aurais dû traverser de pays en pays de manière illégale. Oui, parce qu'en général, on passe en Russie de façon légale, mais ensuite ça devient illégal et clandestin. Un deuxième choix était de passer par le Liban, puis de prendre l'avion, et aller en Libye de façon légale bien sûr, puis de prendre un bateau depuis la Libye, pour ensuite arriver de l'autre côté de la Méditerranée, soit en France, soit en Italie, ou même en Grèce de manière illégale. Moi, j'ai refusé, car c'était dangereux et rien n'était sûr. Et le troisième choix qui m'était offert est légal et sans danger. Ça consistait à aller au Brésil ou au Venezuela et ensuite aller en Guyane française. Puis, si on est accepté en Guyane, le projet c'est de partir en France métropolitaine. Ce choix me paraissait le meilleur. Il ne présentait pas beaucoup de dangers et était le plus correct en termes de loi et d'humanité. Et donc finalement, j'ai pris ce choix-là. Est-ce que ta famille a accepté ton départ? Ma famille avait besoin que je voyage seul dans un premier temps, pour que je puisse les faire quitter la Syrie et les amener dans un pays plus sécurisé. Autrement dit, je suis leur moyen pour quitter le pays. Donc oui, ils ressentaient ce besoin que je parte pour qu'ils puissent quitter notre pays détruit, mais en même temps, ils étaient tellement tristes, surtout ma femme et mes enfants, au point où, quelques jours avant mon départ, ils voulaient que j'annule le voyage. Ils étaient tellement en pleurs. Concernant mes parents et ma plus grande famille, en gros mes oncles et mes tantes, ils ont tous cette envie de quitter le pays, et je leur souhaite les meilleures chances pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais il reste toujours... Il y a cette idée qu'il ne faut pas quitter nos terres et les laisser à des gens qui ne les méritent pas. Mais bien sûr, il faut chercher le meilleur avenir, et ailleurs quand il faut, surtout pour mes enfants. Je trouve que l'avenir des enfants est bien plus important qu'une histoire de garder notre terre. Je considère qu'un pays qui nous accueille, qui nous fournit un avenir, devient à force notre pays même si on n'est pas né dedans. Et peut-être même qu'il dépassera notre pays d'origine. Au début, je me suis dirigé vers l'ambassade vénézuélienne. J'ai pris un rendez-vous, j'avais dû mentionner mon nom et mon numéro de téléphone. 3 mois après,
je suis allé au rendez-vous à l'ambassade vénézuélienne avec les documents nécessaires. À la suite de ce rendez-vous, j'ai dû attendre encore une fois 3 à 4 mois pour avoir une réponse. Heureusement, j'ai eu une réponse positive. Suite à ça, j'ai donc donné mon passeport et 1 mois après, j'ai eu mon visa d'1 mois. Mon trajet commençait en voiture par traverser la frontière libano-syrienne, légalement, pour aller à l'aéroport de Beyrouth. Il n'y a pas de voyage international depuis la Syrie. On ne peut pas aller dans d'autres pays. Puis, j'ai fait une escale en Turquie et finalement j'ai atterri au Venezuela à Caracas. Au Venezuela, j'ai compté surtout sur moi-même car j'avais déjà une bonne connaissance des lieux et de la langue. Donc je me suis dirigé à la frontière vénézuélo-brésilienne. Je suis arrivé à la frontière aux alentours de 8 heures du soir. La frontière à cette heure-ci est fermée. J'ai dû demander au sergent de me laisser aller dans un hôtel à Pacarema, une région frontalière, pour passer la nuit. En fait, d'après la loi brésilienne, je n'ai pas le droit d'entrer sur le sol brésilien sans visa. Donc il a eu la gentillesse de me laisser aller dans un hôtel à Pacarema et d'y rester pendant 2 jours. Là-bas, j'ai fait la connaissance d'un groupe de personnes qui étaient dans la même situation que moi, qui voulaient donc aller en Guyane. Avec ce groupe, on a partagé un bus pendant environ 20 heures de trajet dans 2 régions, dont j'ai oublié le nom pour la première, mais le deuxième s'appelait Macapá. À Macapá, on a pris un taxi pour aller au port, puis un bateau pendant 2 jours environ. Ensuite, on est allé à Sainte-Tarine, je ne suis pas sûr du nom. Là, on y est resté une demi-journée. Ensuite, on a pris un deuxième bateau pendant environ 1 journée et demie, jusqu'à notre arrivée à une ville frontalière très proche de la frontière avec la Guyane. Ce voyage a été assuré par des gens qui font ça, qui organisent ce trafic, quoi. On est allé dans une ville brésilienne frontalière qui s'appelait Oiapoque. À Oiapoque, on a tamponné nos passeports pour sortir du Brésil. Ensuite, on a pris un petit bateau, et en une dizaine de minutes, on était en Guyane, à Saint-Georges. Comme on m'avait conseillé à Saint-Georges, on s'est rendu au commissariat pour se déclarer réfugié. J'ai donné donc mon passeport à l'État, mes empreintes, et j'ai signé des feuilles dont je ne connais pas le contenu. Oui, j'avais confiance en l'autorité française. Au commissariat, c'était sympa en général, sauf un officier qui malheureusement était un peu raciste et qui nous rendait la chose un peu plus compliquée. Par exemple, si on lui souriait, il nous disait qu'on se foutait de lui. Ensuite, on a attendu pendant 4 heures, puis on a pris un bus avec le même groupe et quelques personnes guyanaises. Donc on est parti de Saint-Georges pour Cayenne. J'avais demandé à un ami quelques renseignements, alors j'ai demandé au conducteur de bus de me laisser descendre pas loin de la cathédrale, à Lofi. Mais il était obligé de nous laisser à la Verdure. On est arrivé aux alentours de 8h30 le soir. Il y avait beaucoup de réfugiés de toutes les nationalités. Il y avait des familles, des jeunes sans leur famille, des célibataires. C'était dans la rue, ce n'était pas des chambres ou un hôtel pour les réfugiés. Je suis resté cette nuit-là parce que je pouvais aller nulle part. J'y suis retourné par la suite pour une seule nuit. Le lendemain de mon arrivée à ce camp, je suis allé à la Croix-Rouge. C'est à partir de là que mon aventure a commencé. Ce que l'on appelle la Verdure, c'est un site militaire qui jouxte des bureaux de l'État, réquisitionnés pour être utilisés comme accueil d'urgence pour les demandeuses d'asile. Cette structure devait être utilisée sur une courte période de quelques mois. C'est l'association Humanity First qui a obtenu la gestion des lieux sur cette période. L'association s'est finalement retirée, faute de moyens suffisants pour mener l'accompagnement initial prévu, mais le site est resté occupé. Ainsi, si le site devait accueillir une vingtaine de personnes, les associations qui interviennent ponctuellement estiment que 80 à 100 personnes vivent à la Verdure. Parmi elles, principalement des hommes seuls. Ils partagent 2 WC, une douche et quelques points d'eau régulièrement coupés. Il n'y a qu'un réchaud pour tout le camp, alors les rigoles d'évacuation des eaux ont été transformées en barbecue de fortune. J'ai demandé à Livio, bénévole à la CIMAD, qui a participé à plusieurs maraudes sur les lieux, de les décrire. Le bâtiment, c'est comme un quart B, on peut dire. Il y a 2 espaces. Ils ont un espace fermé, c'est des salles un peu grandes, il y a des toilettes.
Il y a aussi l'autre côté, il y a un grand espace ouvert, c'est comme un petit carbet. Il y a une toilette, il y a une petite cuisine. Tu vois, c'est des bureaux. Tout ce qu'on voit, qu'on écoute, c'est problème de moustiques aussi, c'est complètement isolé. Il y a problème de l'eau, c'est un peu éloigné du tout pour aller au magasin pour acheter quelque chose. D'accord, ça c'est très très compliqué. Le second lieu où les premiers arrivants s'installent, c'est la place des Amandiers. Un jeudi, je m'y suis rendue lors de la maraude interassociation hebdomadaire. C'est une grande place, recouverte de pelouse, au bord d'une mer de vases. Au centre, un kiosque totalement grillagé pour en empêcher l'accès. Quelques bancs, 1 ou 2 arbres qui n'offrent que très peu d'ombre et un terrain de pétanque. De nombreuses familles y sont installées. Je crois que ce qui m'a le plus frappé, ce sont leurs peaux ravagées par les piqûres de moustiques. Leurs visages déformés par les boutons se présentaient à moi pour trouver une solution. Et est-ce que tu peux décrire comment est-ce que ces personnes elles accèdent à l'hygiène ? Ouais, là c'est très compliqué. On discute avec les gens, c'est très compliqué. Il y a des gens qui vont à la douche municipale, mais c'est pas facile du tout. La douche municipale, c'est vers le marché de Cayenne, il faut qu'ils marchent un peu. Ouais, mais ça c'est un gros problème. Ça, on peut confirmer qu'ils sont là galère à niveau d'hygiène. C'est pas facile du tout. Et pour l'alimentation ? Alimentation, il y a l'association Humanity First qui donne un repas chaud à midi. Et après, on discute avec les gens, on voit qu'il y a des gens, il y a des autres assos, il y a des gens qui passent, qui donnent des petits trucs à manger, des baguettes, des jus, des bouteilles d'eau. Il y a aussi des églises qui vont là-bas pour faire le don de la nourriture pour les gens qui sont là-bas, mais ce n'est pas suffisant, nous sommes clairs. Il y a quelques assos qui passent le matin des fois, mais c'est vraiment un gros problème au niveau de l'alimentation pour les gens qui sont là-bas. Au moment du débrief de la maraude, j'apprends par d'autres bénévoles que les douches publiques sont fermées le week-end et que les toilettes sont régulièrement fermées aussi. Un autre bénévole raconte que le chauffeur de taxi d'un demandeur d'asile s'est vu menacé par la police d'une amende s'il le déposait aux Amandiers avec sa famille. Il faut dire que la mairie n'est pas favorable à l'occupation de la place. Récemment, la maire de Cayenne a obtenu du tribunal administratif l'évacuation prochaine du site. Pendant ce temps de parole, tout le monde échange sur les cas qui les ont le plus heurtés afin de ne pas les ramener chez soi. J'évoque alors le cas d'une femme enceinte à terme dans 3 semaines et qui, faute de papier, accouchera en urgence le jour J. N'ayant pas de moyen de transport pour l'hôpital, elle devra appeler les urgences au moment de l'accouchement ou marcher les 50 minutes qui la séparent de l'hôpital au moment des premières contractions. Ils gagnent plus d'argent grâce à des primes, primes outre-mer, primes sur le fait d'être ici en Guyane. Et à l'inverse, pour l'ADA, ça a été diminué. C'est-à-dire qu'ils sont à 3,80 € par jour, alors que c'est 6,80 € par jour en métropole. Donc c'est complètement absurde quand on voit que tout le monde que la vie est plus chère et eux, il y aurait moins besoin. En plus de cette aide financière, le dispositif d'accueil de l'OFI offre normalement un logement aux demandeurs et demandeuses d'asile. En matière de logement, il existe différentes structures. Les CADA, Centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui incluent une aide médicale et sociale. Il n'en existe pas en Guyane. Ici, on retrouve des UDA, hébergements d'urgence des demandeurs d'asile. Ce sont de petits appartements, éclatés ou rassemblés dans un même bâtiment. Ils accueillent le plus souvent des familles en procédure. L'accompagnement social y est plus réduit que dans un CADA. Ils sont souvent assez petits au vu du nombre de personnes qui y habitent. On retrouve aussi des ODA en Guyane, accueil d'urgence des demandeurs d'asile. Ça peut être des chambres d'hôtel ou des espaces qu'on transforme temporairement pour accueillir des personnes, comme c'était le cas à la Verdure par exemple. Ces logements sont souvent rudimentaires. Une chambre partagée, un lit de camp pour dormir et des points d'eau communs, car ils sont à destination de personnes engagées dans des procédures rapides. Ce dispositif ne prévoit aucun accompagnement social. Certains logements sont très éloignés de Cayenne, qui est le lieu de toutes les démarches. Parfois, l'absence de transport en commun incite certains à refuser leur logement, préférant un logement de fortune mieux situé. Malheureusement, le dispositif d'accueil de l'OFI est soumis à des conditions. Si un logement est refusé, on sort du dispositif. On ne peut plus toucher l'ADA. On se retrouve ainsi non seulement sans le logement qu'on a refusé, mais aussi sans aide financière. A l'inverse, si on accepte le logement, l'ADA est divisée. Elle diminue, passant de 246 à 144 € par mois.
En Guyane, il existe environ 1 millier de places, ce qui ne suffit pas. Comme tout le monde ne peut pas être logé, un critère de vulnérabilité a été mis en place. Si les familles et les malades sont logés, les hommes et les femmes seuls sont livrés à eux-mêmes, et souvent à la rue. J'ai demandé à Samir ce qu'il en était pour lui. Désolé, il y a peut-être beaucoup de détails que j'ai dû oublier. Donc j'ai dû aller à la Croix-Rouge. Je savais que les familles étaient avantagées par rapport aux personnes seules. En gros, l'État va plus aider les familles à sortir du camp que les personnes seules. Je savais que si je comptais là-dessus, j'allais rester à la rue, et ça allait me prendre des mois. C'est pour cette raison-là que j'ai voulu trouver un logement par mes propres moyens. J'ai été étonné par le fait qu'à Cayenne, tous les logements sont des maisons, et que chacun a une chambre dans cette maison. La cuisine, la salle de bain sont partagées entre les colocataires. C'était l'occasion pour moi. Ça m'a coûté 300 €, donc 150 pour le contrat, et ensuite 150 € de location par mois. Personnellement, je n'étais pas prêt à toutes ces dépenses-là, par rapport à ce que j'avais comme argent dans mes poches. En tout cas, pour le projet et pour mon envie, j'étais obligé de payer tout ça, et donc de me débrouiller. Bien sûr qu'après un tel trajet, je n'allais pas baisser les bras. C'est vrai que j'ai été payé par l'OFI, mais cet argent ne me suffisait pas pour manger et payer la location. Je savais que le début n'allait pas être facile, donc il fallait être patient. J'ai été obligé d'habiter à la rue pendant une période de 3 mois, car je n'avais plus d'argent pour louer. La CAF m'avait refusé, et l'OFI me donnait plus d'argent. Peut-être que j'abuse de dire que j'étais à la rue, mais c'était presque la rue, sauf qu'on avait un toit. Les conditions de vie n'étaient pas si faciles que ça. Ce n'était pas du tout fait pour accueillir des réfugiés. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. En Guyane, il n'est pas si facile que ça d'avoir des papiers. Et il faut beaucoup de patience et beaucoup d'attente. Donc pour ma première visite à la Croix-Rouge, je m'y étais inscrit parce que c'était la première fois. Ils nous avaient donné une feuille, il fallait noter nos noms, les noms de nos enfants si on était mariés, comment on était arrivé ici et de quelle manière, et d'autres infos personnelles. À la suite de cette visite, ils nous donnaient un rendez-vous à la mairie, à la Croix-Rouge. Personnellement, à la mairie, on ne m'a pas demandé si j'avais besoin d'un logement, mais on m'a demandé où j'habitais et comment je payais mon loyer. Finalement, il y avait beaucoup trop de réfugiés pour un nombre très réduit d'employés. Du coup, la Croix-Rouge n'avait pas la capacité d'aider tout le monde, ou même de fournir une aide médicale. Finalement, je n'ai pu bénéficier ni de logement, ni de panier alimentaire. Au Guda, les demandeurs et demandeuses d'asile rencontrent une seconde institution, la préfecture. C'est elle qui va enregistrer la demande d'asile, donner une attestation d'asile qui régularise la personne pour une durée de 6 mois et remettre le livret OFPRA. Ce livret est essentiel, c'est dans ce dernier que l'on va pouvoir raconter son histoire et l'étayer avec des preuves. Ici, 2 difficultés se posent aux demandeuses d'asile. D'abord, raconter une part difficile de son histoire de façon claire et détaillée, dans une langue dont souvent on ne partage pas l'alphabet. Pour ça, la Croix-Rouge propose une aide à la traduction. Ensuite, il faut prouver son histoire, et c'est peut-être la partie la plus compliquée. Et oui, parce que lorsqu'on fuit son pays, parce qu'on est menacé, il est rare d'emporter avec soi des documents administratifs ou une déclaration de son médecin sur l'honneur qu'on a été violenté. De même, lorsque l'on est agressé par des membres de la police de son pays, il est difficile de rapporter un dépôt de plainte en bonne et due forme signé par la main de cette police criminelle. Si partir avec les preuves ou les obtenir est difficile, la nature des preuves recevables est tout autant. La préfecture ne reconnaît comme crédibles que les documents provenant des administrations. Une photo, une lettre de menace ou des messages ne valent rien. Je me souviens d'un homme en entretien qui préparait son dossier et qui, désemparé face à cette explication, m'a dit qu'il avait des preuves, qu'il était menacé et qu'il pouvait me le montrer. Il m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, il y avait son frère tué par balle. On dit souvent que la Guyane est un peu le laboratoire, pas que de bonnes choses, et c'est ce qui se passe dans l'asile, puisque on est passé à une obligation de remplir le dossier OFPRA, donc qui est vraiment le fond de la demande d'asile, en 7 jours. En métropole, c'est 21 jours. Et maintenant, on passe à 7 jours. C'est-à-dire qu'ils ont 7 jours pour remplir un dossier en français alors qu'ils ne parlent pas français. On a fait état des lacunes, du manque de fonds, du manque de soutien,
du manque d'argent aussi de la Croix-Rouge pour pouvoir aider. Et donc, il se retrouve en 7 jours à devoir tout écrire en français, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de l'identité, du parcours migratoire et surtout de la demande d'asile en elle-même. L'OFPRA, dont parle Gaëlle, c'est l'Office française pour les réfugiés et les apatrides. C'est la dernière étape de la demande d'asile. Cet organisme est chargé d'étudier le dossier de la demande d'asile et de juger de la véracité de l'histoire de la personne. Pour ce faire, un rendez-vous est fixé avec le ou la demandeuse d'asile pour lui poser différentes questions dans sa langue cette fois et s'assurer de la cohérence de son récit. Ça se passe donc à l'OFPRA, comme on a dit à l'antenne. Il y a un officier de protection qui te reçoit et qui est chargé de l'étude de la demande et qui va faire une proposition de réponse que son chef signera. Lors de l'entretien, alors il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui vont dire il faut donner un maximum de détails dans ton livret OFPRA. D'autres qui vont dire qu'il faut aller dans les grandes généralités et à l'oral développer. De la même façon qu'il y a des officiers de protection qui vont même pas lire ton dossier, ils vont juste voir les grandes lignes, et d'autres qui vont vraiment éplucher, voir si ce que tu dis confirme à ce qui est écrit à l'oral. Cet entretien avec l'OFPRA est primordial, car on ne peut demander l'asile qu'une seule fois. J'ai donc demandé à Samir de me raconter son rendez-vous. En vérité, mon rendez-vous n'était pas à l'OFPRA, mais à la préfecture. Je suis allé à mon rendez-vous, on était plusieurs, environ 6 personnes. Moi, j'ai été le dernier reçu. L'agente de l'OFPRA a été très sympa avec moi. On est entré dans une salle avec une traductrice qui m'a demandé mon nom et des infos sur moi. L'ambiance de ce rendez-vous était cordiale et correcte. En Syrie, nous avons toujours peur de ce genre de rendez-vous. Et franchement, je répète encore une fois, mais ils ont été très gentils avec moi, et peut-être avec les autres aussi. Parmi les questions qu'on m'a posées, on m'a interrogé sur mon trajet. Ils ont essayé quelquefois de tester sur quelques dates et quelques infos pour vérifier la différence entre ce que j'avais écrit et ce que je disais à l'oral. Il y avait vraiment tout type de questions, des questions faciles et concrètes et d'autres questions un peu plus inattendues. Par rapport à mon histoire, il y avait un passage où ils voulaient vraiment enquêter et connaître les détails. Et à cause de ça, j'étais un peu stressé, parce que je voulais être précis dans mes réponses tout en essayant de résumer. Une fois le rendez-vous terminé, on m'a dit que toutes les infos que j'avais déjà données resteront entre moi et l'État. Et on m'a expliqué mes droits et mes devoirs. J'étais très calme pendant ce rendez-vous. J'étais tellement calme que ça m'a inquiété, dans le sens que j'avais l'impression d'être avec des amis. Je trouve que mon rendez-vous était assez court, peut-être parce que mon histoire n'est pas trop longue. Je pourrais encore parler de ce rendez-vous, mais je trouve que j'ai fait un bon résumé. Si ce rendez-vous s'est bien passé pour Samir, il est très difficile à appréhender et inquiète beaucoup les demandeuses d'asile. Que ce soit au vu de ce qu'on y décidera ou à cause du fait qu'on y examine votre vie au peigne fin. J'ai demandé à Livio, qui travaille au COMED, une autre association qu'il vous présentera lui-même, comment cet entretien impacte moralement les demandeurs et demandeuses d'asile. Ouais, là, normalement, les gens, arrivent, à niveau des questions, il y a un peu, il faut qu'ils racontent son histoire. Pourquoi ils demandent d'asile en France? C'est quel motif? Puis après, la personne va raconter. Il y a des interprètes professionnels là-bas. Et des fois, il y a des gens qui sont... C'est très compliqué de parler. Des fois, ça dépend du parcours d'asile de la personne. Mais c'est pas facile du tout. Surtout des fois, surtout qu'on dit, les gens qui viennent d'un parcours de torture, qui viennent de persécution, qui viennent, tu vois, de prison. Il faut raconter tout ça. Il y a des gens qui pleurent, qui ne se sentent pas bien. Mais ce qu'on voit, c'est pas facile. C'est pas facile d'entretien au FRA, de revivre tout ce que les gens ont passé. Toi, du coup, tu travailles au COMED. Et est-ce que dans cette association, est-ce que déjà tu peux la présenter un peu? Oui, l'association COMED, c'est le comité médical pour les exilés. Depuis 40 ans en France. En Guyane, nous sommes les activités depuis 2010, je pense. Et là, notre dispositif, on a commencé en 2021, qui c'est justement pour les exilés. On travaille avec ces publics. Notre porte de rentrée, c'est la santé mentale. On travaille avec le psychotrauma.
Et après, on essaie d'avoir une structure multidisciplinaire avec le médecin généraliste, la psychologue, on a des travailleurs sociaux, moi qui suis médiateur en santé. Et on accueille le public qui vient. Et notre porte de rentrée, c'est la santé mentale. C'est justement le rendez-vous avec notre psychologue. Et du coup, est-ce que vous préparez les personnes à ce fameux entretien avec l'OFPRA? Et comment vous les préparez si c'est le cas? Ouais, il y a des gens qui arrivent avec nous avant l'entretien OFPRA. C'est pour ça qu'on demande, quand les gens viennent en entretien d'accueil, on demande s'il est déjà passé l'entretien OFPRA. Et on dit un peu comment ça va marcher. On a, même sur la maraude d'Interasso qu'on fait régulièrement, on a un petit peu un trame, comment ça va se passer, des questions que peut-être l'OFPRA pourra faire à la personne. On essaie de montrer un peu, parce que les gens arrivent là-bas, qu'ils soient un peu au courant comment ça va se marcher. Tu as une idée des critères sur lesquels se basent les évaluateurs, entre guillemets, de l'OFPRA? Non, ça, non. L'accord ou le refus d'une demande d'asile dépend donc de l'examen du dossier de la personne et de son entretien avec l'OFPRA. Il faut cependant savoir que le temps accordé à cet examen est différent selon le pays d'origine du demandeuse d'asile. En effet, il existe une liste qui classifie les pays d'origine dits sûrs et qui va orienter la façon d'appréhender la demande d'asile. Alors il y a en France des catégories de pays qui sont classés dans ce qu'on appelle les pays d'origine sûrs. Les pays d'origine sûrs, en fait, c'est des pays pour lesquels la France n'identifie pas de difficultés d'ordre géopolitique ou social qui permettraient aux ressortissants de ces États de déposer une demande d'asile. Ça ne veut pas dire que les ressortissants et ressortissantes de ces pays identifiés ne peuvent pas déposer une demande d'asile. Ça veut dire que pour ces personnes, il y a un présupposé que la demande d'asile n'est pas fondée. Et que de ce fait, quand la demande d'asile est introduite, elle va être examinée, mais elle va être examinée de manière accélérée, c'est-à-dire de manière un peu plus légère que pour les autres nationalités. Si Samir a finalement obtenu l'asile, ce n'est pas le cas de tout le monde. En Guyane, 50% des demandes n'ont pas abouti en 2022. Cela représente environ 1550 personnes à qui on a refusé la protection. En cas de refus de la demande d'asile, la personne demandeuse n'est plus régulière. En Guyane, elle peut donc se faire arrêter et expulser à tout moment. Elle retourne au point de départ, car elle perd son logement. On donne 3 mois aux personnes qui n'ont pas obtenu l'asile pour quitter le logement qu'on leur avait accordé. Si on possède de nouveaux éléments, de nouvelles menaces ou des preuves supplémentaires, il est possible de demander un réexamen de sa demande à l'OFPRA. Si on n'a pas de nouveaux éléments, on peut contester le refus d'asile en faisant un recours. Pour le rédiger, il faut être accompagné d'un avocat qui le présentera devant la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Aujourd'hui, Samir se prépare pour l'examen de l'OFI afin d'évaluer le nombre d'heures de français dont il aura besoin. Il commence à penser à la ville où il s'installera lui et sa famille. Cette dernière a entrepris les démarches pour le rejoindre et sont arrivés à atteindre l'ambassade française au Liban. Je lui ai demandé comment il appréhendait cette nouvelle vie et cette nouvelle nationalité. Comme je l'avais dit avant, moi je suis né en Syrie, mais j'ai vécu mon enfance au Venezuela pendant une dizaine d'années. Puis je suis revenu en Syrie avec mes parents. Ensuite, je suis reparti au Venezuela dans le but de travailler là-bas. Et puis, je suis revenu en Syrie. Voilà un bon résumé de ma vie. Donc, j'ai toujours ce sentiment d'être divisé entre deux nations. Dans des situations, je me sens syrien. Dans d'autres, je me sens vénézuélien. Et finalement, je trouve que la France est le pays des droits de l'homme et de la liberté. Mais en Guyane, je me suis souvent senti rejeté par la population. Peut-être que c'est dû au fait que je ne parle pas la langue. Il y a des gens qui sont très sympas et gentils avec moi, ils sont solidaires et ils ont cette envie de t'aider, de comprendre ta situation et ton histoire. Mais en même temps, il y a une partie des gens qui te rejettent. Par exemple, les officiers d'État veulent toujours communiquer avec toi par le moyen d'un traducteur. Ils ne cherchent pas à te parler en anglais, par exemple, ou en espagnol. C'est une question un peu personnelle, mais est-ce que tu arrives à combiner tes différentes identités ? En vérité, non. Cette question est très pertinente. Quelquefois, je me sens perdu. J'aimerais bien un jour me sentir français,
et que mes enfants soient français, pas que de nationalité, mais dans leur manière de communiquer avec les autres, et par les études aussi. Aujourd'hui, je me sens perdu. Je ne sais pas si je suis arabe syrien ou vénézuélien espagnol. Donc le pays qui va me donner des droits va être mon pays. J'espère que les prochaines étapes vont être plus simples. J'espère que ma décision de venir en France, dans un pays de sécurité et de paix, sera l'un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Je voudrais remercier Samir pour son témoignage et Valentine Alt de l'avoir accompagné lors de son entretien. La traduction de celui-ci a été réalisée par Anwar Yazigi et son interprétation par Sipan Mouradian. Le montage de cet épisode a été réalisé par Pierre-Éloi Fresneau avec des musiques de Morgane Alibert. Horizon Migration est un podcast de Camille Doms, en ligne sur toutes vos plateformes d'écoute.